Ok, bonjour à tous, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Merci d'être venus si nombreux. Je m'appelle Emeric Ayolle, je travaille pour Terre à Terre. On est co-organisateur de cet événement Carbone Connect qui, comme vous l'aurez compris, a pour ambition d'accélérer un peu la transition vers un monde fertile et bas carbone en explorant un peu les connexions qui peuvent explorer entre le monde de l'entreprise et le monde de l'agriculture. Et dans les deux ateliers qu'on va vous proposer cet après-midi dans cette salle, on va plonger au cœur du problème en regardant comment concrètement se passe la transformation des organisations, c'est-à-dire des entreprises, des collectivités ou de n'importe quelle institution. Et en fait, la question à laquelle on va essayer de répondre, c'est comment ces organisations elles peuvent continuer à assumer leurs responsabilités sociales et économiques, tout en se plaçant dans une trajectoire qui est conforme aux objectifs de l'accord de Paris. Et pour répondre à cette question, on a le plaisir d'accueillir comme invité Clément Horry du cabinet Carbone 4. Carbone 4 qui est un cabinet de conseil en développement RSE et développement durable, dont la réputation n'est plus à faire. Clément est responsable du pôle agriculture et agroécologie. Je vous demande de l'accueillir comme il se doit. Merci beaucoup. Je suis ravi d'être avec vous cet après-midi pour parler de ce sujet passionnant. Le thème de cette conférence, c'est du diagnostic à la transformation carbone d'une entreprise. Je vais essayer d'être aussi le plus concret possible, de rappeler aussi quelques éléments de définition, même si ça a pu être évoqué au moment de l'introduction. Une présentation qui va durer à peu près 30 minutes et on aura un temps d'échange, de questions pendant plus de 15 minutes qui sera, je pense, très utile pour tout le monde. Alors, quelques mots sur Carbone 4. Carbone 4, comme tu le disais, on est donc une société de conseil spécialisée sur le changement climatique avant tout, hein. Donc créée en 2007 par deux associés, Alain Grandjean et Jean-Marc Jancovici. Il y a un troisième qui a rejoint l'aventure, Laurent Morel. Aujourd'hui, on est 160 consultants à plein temps sur ces sujets carbone. Et on travaille évidemment avec tous les secteurs économiques en France, que ce soit le bâtiment, la mobilité, la finance ou encore évidemment l'agriculture ou l'agroalimentaire. Ce qu'on fait chez Carbone 4, quelques mots avant de rentrer dans le sujet, on va dire, une double expertise. La première, c'est d'aider les acteurs économiques à contribuer à la neutralité carbone, on reviendra sur ce terme. Donc contribuer à la neutralité carbone, c'est poser un diagnostic, avoir des plans d'action, une trajectoire. C'est ce que vous voyez donc à votre gauche. Et puis à droite, on aide aussi les entreprises à être résilients. Comme ça a été dit auparavant, malheureusement, on subit déjà les effets du changement climatique. Et donc, il faut les anticiper, les adapter, se poser la question, dans 30 ans, à quoi va ressembler le climat de demain? Combien de jours on aura à plus de 25 degrés dans la région Rhône-Alpes, à 35 degrés, à 45, et adapter les cultures, les sites industriels, etc. Donc on a aussi une grosse partie de l'équipe qui travaille sur ces sujets d'anticipation liés au climat. Quelques mots aussi sur qui on accompagne pour voilà, vous faire prendre conscience, même si Carbone 4 a peut-être une réputation d'être très orienté sur l'énergie, ça fait des années aussi qu'on travaille avec les acteurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Donc je ne vais pas passer tous les noms en revue, mais que ce soit des coopératives, des industries agroalimentaires, même parfois des agriculteurs ou au domaine viticole quand c'est le cas. Alors, donc diagnostic, c'est le thème de la conférence, du diagnostic à la transformation. Donc qu'est-ce que c'est un diagnostic? Ça a été rappelé un petit peu par France Carbone Agri, mais je vais rentrer un peu plus dans le détail, c'est quand même important parce que c'est pas toujours très bien compris. Alors un diagnostic, en tout cas chez nous, c'est avant tout une empreinte carbone. Empreinte carbone, bilan carbone, c'est les mêmes termes. Une empreinte carbone, c'est quoi? C'est une méthode qui permet d'agréger tous les impacts sur le changement climatique, les impacts liés aux gaz à effet de serre. Donc le gaz à effet de serre, on pense au CO2, au carbone, mais évidemment, il y en a d'autres, en particulier dans l'agriculture, où c'est très peu un sujet de CO2, c'est un sujet de méthane, comme vous le savez, je pense, et un sujet de protoxyde d'azote lié aux engrais. Donc c'est ce que montre cette diapositive, hein. L'agriculture, c'est à peu près 19-20% des émissions aujourd'hui en France. Et si on regarde cette répartition des gaz à effet de serre, vous pouvez voir que la très grande majorité, c'est avant tout le méthane et le protoxyde d'azote.
Donc le CO2, dont on parle régulièrement dans les médias, il est lié à quoi? Il est lié au GNR, hein, des tracteurs. Il est lié au pré-refroidisseur de lait, à la consommation électrique dans des bâtiments, etc. Donc ça reste aux serres aussi, agricoles, où on peut chauffer des cultures. Donc ça reste marginal. Le sujet est avant tout un sujet méthane et protoxyde d'azote. Lorsqu'on fait un diagnostic, nous, chez Carbone 4, évidemment, vient aussi le sujet, comme ça a été dit auparavant, du stockage, ou ce qu'on appelle autrement des séquestrations. Donc il y a aujourd'hui, bien sûr, du stockage, des séquestrations, hein, dans le secteur agricole, mais il y a aussi du relargage. Il ne faut pas l'oublier, c'est ce que montre ce graphique-là. Il y a du stockage et il y a aussi du déstockage de façon assez importante. Et aujourd'hui, l'agriculture est nette émettrice, très très largement. Okay, et un point de clarification que j'ai pu voir au travers de nos accompagnements, au travers de nos discussions avec des agriculteurs, c'est la confusion sur ce terme de séquestration. Donc une séquestration, elle est à prendre en compte sur le sujet climat si elle est permanente. Donc une vigne, par ses raisins, ou un maïs, va effectivement capter du carbone par la photosynthèse. Mais ça, c'est du cycle court du carbone. On n'en tient pas compte pour le sujet du changement climatique. Parce que le maïs, ensuite, il va être digéré par des animaux, par des humains, et on le relâche quelques mois après dans l'atmosphère par la respiration. Donc ça, c'est essentiel de comprendre ça. Lorsqu'on parle de stockage, de séquestration, c'est le cycle long du carbone. Donc on parle de couverts, on parle de haies, on parle d'agroforesterie, on parle de carbone dans les sols, mais on ne parle pas du carbone stocké de façon temporaire dans les cultures, dans les fruits, etc. OK ? Et donc ce diagnostic, pour pouvoir comparer les empreintes carbone d'un acteur à un autre, d'un agriculteur à un autre, on parle de CO2 équivalent. Peut-être que c'est clair pour tout le monde, mais c'est important de le rappeler. Il y a toujours, normalement, si les études sont bien faites, un petit E qui apparaît dans les résultats, qui veut dire équivalent, et qui consiste à traduire le potentiel de réchauffement de chaque gaz à effet de serre sous une seule et même unité, à savoir le CO2. Et donc là, on peut voir, hein, dans ce tableau que finalement, une tonne de méthane est 28 fois plus réchauffante qu'une tonne de CO2. Le protoxyde d'azote, lié aux engrais, est lui 265 fois plus réchauffant que le CO2. Donc c'est pas pour rien que lorsqu'on va faire l'empreinte carbone avec des coopératives ou des agriculteurs de grandes cultures, que le sujet engrais apparaît en premier pour 80% des émissions du blé. Pourquoi ? Parce que vous voyez que c'est 265 fois plus réchauffant. Ça, c'est de la chimie, hein. C'est le GIEC, hein, qui a donné ces valeurs-là. Ce n'est pas du tout Carbone 4, je tiens à le préciser. C'est un travail de scientifique. Et ça permet quand même de comprendre à la fin pourquoi l'agriculture a une répartition si atypique des gaz à effet de serre. C'est étroitement lié à ce tableau. Dernier point dans ce tableau, SF6, c'était juste pour illustration, c'est des fluides frigorigènes, fluorés, qui ne concernent pas du tout l'agriculture, un peu plus l'agroalimentaire, notamment lorsqu'on a des systèmes de réfrigération, il y a des gaz très émetteurs, et donc la petite fuite qu'il peut y avoir dans le système de climatisation a beaucoup d'impact. Excusez-moi. Alors, donc ce diagnostic ou cette empreinte carbone, le terme a été utilisé par Samuel, terme de scope. C'est le terme officiel utilisé aujourd'hui dans le monde international pour parler de diagnostic carbone. Scope, on pourrait le définir autrement par périmètre, hein. Et donc, je vais essayer d'être le plus concret, le plus pédagogique possible. Pour un agriculteur, son scope 1, ça va être le gasoil. Le gasoil dans les tracteurs, ça va être les émissions d'usage liées aux engrais, donc le processus de dénitrification au moment de l'épandage. Okay. Son scope 2, ça va être l'électricité qu'il consomme. Pourquoi on le distingue ? Parce que l'électricité, effectivement, c'est l'agriculteur qui le consomme, mais les émissions, elles ont lieu à la centrale ou au barrage. Elles n'ont pas lieu chez l'agriculteur, contrairement au processus de brûler directement du gasoil dans le tracteur. Et puis enfin, on retrouve toute la partie scope 3 qu'on appelle émissions indirectes.
Et là, pour un agriculteur, on va retrouver typiquement les engrais, mais leur achat, donc la fabrication des engrais minéraux. Donc, ce sont des émissions qui ont lieu chez les fournisseurs, hein, les gros fournisseurs d'engrais, mais dont on tient compte. Pourquoi on en tient compte? Parce qu'il y a une dépendance. Les engrais, aujourd'hui, c'est fait à partir de gaz, à partir d'énergie fossile. Donc si on n'en tient pas compte, on se trompe, finalement, on aurait un diagnostic clairement faussé. De la même façon, en élevage, si l'exploitant n'est pas complètement autonome et va acheter des concentrés, on va tenir compte des émissions de ces concentrés dans ses achats. On tient compte aussi, bien sûr, du transport pour acheminer ces engrais, ces concentrés, jusqu'à l'exploitation agricole. Et puis après, on passe à l'aval. Une fois qu'on a la production agricole qui est réalisée, il faut bien la transporter jusqu'à la coopérative. Et donc là, on retrouve le transport aval dans le schéma. Si on se place pour un industriel, là, c'est différent. Un industriel, donc une coopérative, une industrie agroalimentaire, peu importe, son scope 1 et 2, ça va être les consommations d'énergie de ses usines, de ses bureaux. Et puis son scope 3, ça va être tous les achats de matières premières agricoles, et qui regroupe donc le gasoil, les engrais, les concentrés, etc. Et donc à chaque fois, la question se pose, oui, mais donc on double compte. Ah oui, effectivement, on double compte. Le distributeur aussi, lui, son scope 1 et 2, au distributeur, c'est l'énergie de ses magasins. Son scope 3, c'est tous les produits qu'il peut acheter transformés. OK ? Pour continuer dans la logique, mais comme ça le mérite, je pense, d'être très clair, le transport aval d'un industriel, c'est le transport amont d'un distributeur. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Mais c'est ça l'exercice de l'empreinte carbone. Et c'est là où on voit l'objectif premier, c'est de voir la dépendance. Et donc, évidemment, je l'ai nommé la dépendance liée aux engrais. Je pourrais prendre l'exemple de domaines viticoles. Il peut y avoir des dépendances ailleurs. On va le revoir. Si on livre des bouteilles par avion, forcément, le transport aval, il va être très important. Là, on parle, j'aurais dû le préciser, mais donc forcément, une empreinte carbone, on est très centré sur les émissions, un peu moins sur le stockage, sur la séquestration. C'est lié aussi au fait, n'oubliez pas, au tout début dans l'introduction, qu'elle reste pour l'instant plutôt marginale. Il faut savoir que pour, par exemple, du lait, on stocke à peu près 10% de ce qu'on émet. 10%. Donc c'est un sujet, il faut effectivement, comme ça a été très bien dit, développer à fond le plus possible qu'on peut les séquestrations, mais aujourd'hui ça reste très faible. Et donc lorsqu'on fait ce diagnostic des émissions, qu'est-ce que ça veut dire? Moi je dis toujours à mes clients, l'exercice c'est de faire des multiplications. C'est pas plus compliqué que ça. Donc on vient chercher des données d'activité, donc combien on consomme de litres de gasoil à l'hectare pour une exploitation. Puis on vient se poser la question, mon diesel, mon gasoil, combien au litre il émet de CO2 équivalent. Et donc si pour un vignoble on consomme 200 litres à l'hectare, on vient multiplier ces 200 litres à l'hectare par le nombre d'hectares évidemment, puis ensuite par le facteur d'émission. Okay. Et donc à la fin, un diagnostic, ça permet de comprendre, encore une fois, mais où sont les enjeux. Donc là, c'est l'exemple d'une diapositive qu'on avait pu faire pour un de nos clients. Vous pouvez voir que donc, un client qui travaille avec la filière volaille, que pour ce client-là, l'enjeu de la volaille, c'est rien de surprenant. Pour un agriculteur qui est dans le secteur, il trouve ça logique, mais c'est un enjeu alimentation, clairement. Alors que, par exemple, pour le porc, il peut y avoir un sujet plus effluent sur le sujet carbone, beaucoup plus. Si je continue sur d'autres exemples un peu concrets de diagnostic carbone et d'enjeux, j'ai parlé de la boisson, c'est complètement différent. Et donc il y a un peu quand même d'activité viticole aussi dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Là, le diagnostic carbone, il va être intéressant parce qu'on se rend compte que pour la boisson, il n'y a pas que de l'agriculture. Et ça, c'est important de le comprendre. C'est lorsqu'on parle de l'agriculture, c'est l'alimentation, ça a été dit. Le premier objectif de l'agriculture, c'est de fournir de l'alimentation.
mais souvent, il y a des activités qui arrivent après la ferme. C'est le cas des boissons, où il faut bien du packaging, par exemple. Et donc le packaging pour les boissons, c'est plus de 40% d'une empreinte carbone. Donc le poids des bouteilles, la couleur du verre, c'est un élément déterminant. Et on retrouve aussi l'importance du transport pour l'empreinte carbone d'une boisson telle que le champagne. Voilà ce que je voulais vous dire. Des éléments de rappel peut-être clairs pour vous autour du diagnostic. Et donc pour aller vers la suite de la conférence, c'est finalement comment on va vers la transformation, puisque c'est ça qui, je pense, nous rassemble ici, c'est très bien, on comprend les impacts, mais comment on agit. Alors comment on agit, juste peut-être avant comment on agit, c'est quel est le niveau d'effort à fournir, quelle est la cible, la quantité d'effort à fournir. Ça, c'est notre façon de penser chez Carbone 4, c'est avant tout de suite d'aller dans un plan d'action, une feuille de route, quelque chose où on agit, se rendre compte de l'effort. Se rendre compte de l'effort parce que pour atteindre un monde à 2 degrés, dont vous avez sûrement entendu parler, bah, c'est quand même une petite révolution. C'est possible, soyons optimistes, ça reste possible, mais c'est une baisse d'à peu près de 6% par an, par an, jusqu'en 2050, pour atteindre la neutralité carbone. Baisse des réductions. Et donc pour la France, donc ça a été dit par le ministère, il y a une stratégie nationale bas carbone que je vous invite à lire, qui est extrêmement riche, extrêmement intéressante. Et dans cette stratégie nationale bas carbone, qui sera effectivement révisée, mais il y a des objectifs secteur par secteur qui s'inscrivent du coup dans les accords internationaux des accords de Paris. Et vous pouvez voir dans cette stratégie qu'entre 2015 et 2050, c'est simple, il y a une division par 6 des émissions. Et donc, si vous faites attention à ce graphique, l'agriculture est le secteur qui baisse le moins vite. Le transport, par exemple, en 2050, il faut qu'on trouve une solution, mais en tout cas, il faut qu'il y ait quasiment plus d'émissions. Et puis, on a un équilibre. Et donc, c'est ça la stratégie de contribution de neutralité de la France, c'est d'équilibrer en 2050 les émissions et les absorptions ou les séquestrations. Et l'agriculture joue sur les deux tableaux, évidemment, comme ça a été dit, sur la réduction. Chacun doit faire sa part, si je peux dire. Et en plus, sur la séquestration, et c'est là où c'est intéressant, puisque la culture fait partie des solutions. Alors que pour d'autres secteurs, c'est pas évident. Certains, il n'y a pas forcément des solutions immédiates. Donc, encore une fois, le bleu et le gris pour l'agriculture. Et donc ça, c'est notre cadre de référence lorsqu'on accompagne des clients, c'est leur faire prendre conscience que pour un agriculteur, une coopérative, un industriel, si vous voulez vous transformer, contribuer, ça veut dire une division par 6. Alors on affine évidemment en fonction des émissions liées au transport, à l'énergie, on va faire des choses un peu plus précises, mais c'est ça qu'on leur dit. Et dès lors qu'on comprend la cible, la troisième question, c'est comment on y va. Comment on y va? Je vais vous donner un exemple, toujours l'exemple de la volaille. Je pourrais donner d'autres exemples sur comment on y va et quelles sont, de notre point de vue Carbone 4, un peu les bonnes pratiques. Alors cet exemple de la volaille, c'est un acteur qui du coup produisait de la volaille, avec, comme vous l'avez pu voir, un vrai enjeu alimentation, notamment parce qu'il y a encore beaucoup d'aliments importés dans la filière volaille, avec la spécificité que ce client-là avait une relation très proche avec ses fournisseurs de nutrition. Et donc on a effectué toute la démarche de diagnostic carbone, de trajectoire avec ce client-là, et on s'est posé des questions sur dans quelle mesure il pouvait transformer son activité et avoir des plans d'action pour réduire ses émissions. Et lorsqu'on fait ça, il faut, pour qu'une entreprise, une coopérative industrielle, que ça prenne, il faut évidemment que tous les corps de métier soient impliqués. Ça, c'est la clé du succès. Et qui se questionnent sur tous les niveaux. Et donc là, il y avait plusieurs axes résumés. Un axe de finalement comment on peut réduire ce soja qui souvent est issu
de zones à risque de déforestation. Et donc ça vient pénaliser dans l'empreinte carbone cette importation. Comment ils augmentent la part d'aliments origine France en lien avec ce sujet de déforestation, mais pas que. Notamment, il y avait du tourteau issu de la zone baltique, avec des contenus carbone souvent plus élevés, parce qu'en zone baltique, il peut y avoir des changements d'usage des sols beaucoup plus forts qu'en France. Et puis ensuite, sur la partie France, comment cet acteur-là de la volaille peut travailler avec ses fournisseurs, les agriculteurs, sur une agriculture qui stocke plus, où on va vers l'agroécologie. Et donc là, nous, Carbone 4, on n'est pas expert agroécologique, je préfère préciser, mais c'était un co-travail avec notamment pour une agriculture du vivant qui intervient, si je ne dis pas de bêtises, dans d'autres thématiques. Donc c'est un petit peu les axes qu'on avait pu travailler, évidemment résumés, parce que j'ai que 30 minutes, je pourrais passer des heures pour parler de cet exemple. Et ce qui est intéressant d'avoir en tête, pour n'importe quel acteur, y compris vous, consommateurs, citoyens, c'est la question de l'efficacité carbone des actions. Parce que dans un monde qui se transitionne, on n'aura pas des milliers, des milliards d'euros pour faire cette transition. On est forcément contraint. Et donc, il faut avoir le réflexe d'avoir des indicateurs d'efficacité carbone. Un indicateur d'efficacité carbone, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un indicateur où on vient regarder combien ça coûte par rapport à combien ça réduit. Des indicateurs d'euros à la tonne de CO2 réduite. Et donc, si on a un indicateur où ça nous coûte une action 50 € la tonne, c'est pas aujourd'hui très cher. Aujourd'hui, il y a des acteurs économiques qui payent sur le marché obligatoire, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais 90 €. Par contre, si on a des actions qui sont à plus de 100 €, là, ça commence à faire. Et c'est le même principe que pour un particulier. Vous avez une maison, et faut faire l'exercice, les multiplications, vous calculez vos émissions, puis après vous dites, mince, qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que je dois changer mes fenêtres ? Est-ce que je dois isoler ? Est-ce que je dois isoler juste le comptoir de la maison, le toit, et changer mon système de chauffage, ma chaudière au fioul, au gaz ? Ça, ok, mais qu'est-ce qui coûte le plus et qu'est-ce qui réduit le plus ? Et là, vous allez vous rendre compte que peut-être que les fenêtres, c'est pas prioritaire, ça coûte très cher et ça réduit très peu. Là, c'est le même exercice pour une coopérative, un exploitant ou un industriel. Évidemment, ces chiffres-là, c'était déjà avant crise Covid, donc ça a pu évoluer, les coûts financiers. Et il y a de l'incertitude, j'aurais dû commencer par là, mais un diagnostic, ce n'est pas un bilan financier. On a des incertitudes qui varient entre 10 et 50%, il faut le savoir. Et donc, lorsqu'on parle de plan d'action, de feuille de route, l'idée, c'est de comparer les idées de nos clients, des adhérents de coopératives, avec cette fameuse cible dont j'ai évoqué, la cible nationale ou internationale. Et donc, si la cible nous dit, pour cet acteur-là, dans 10 ans, il doit faire moins 30% de réduction des émissions, la question, c'est est-ce que la feuille de route qu'il a imaginée, elle est alignée avec cette cible scientifique ? Et si ce n'est pas le cas, il faut qu'il revoie sa copie. Donc c'est ça qu'on fait tous les jours chez Carbone 4. C'est cet exercice de confrontation entre des trajectoires dites scientifiques, le fameux moins 6% par an, avec les trajectoires envisagées par nos clients. Là, cet acteur-là, il arrivait à atteindre la cible. Ce n'est pas toujours le cas, je tiens à le préciser. Et parfois, il y a des changements un peu plus systémiques à avoir. Tout simplement, on met tous les curseurs à fond et on n'y est toujours pas. Donc ça pose la question même parfois du business model chez certains de nos clients. Quelques mots aussi sur cette transformation, c'est autour de la neutralité. Lorsqu'on se transforme, et c'est lié au business model, donc j'ai beaucoup parlé du fait de réduire les émissions. J'en parle beaucoup parce que c'est, encore une fois, la priorité. Mais évidemment, une entreprise, peut-être de par son activité, apporte des bénéfices environnementaux à la société. Je donne un exemple pour être concret. Des agriculteurs vont mettre en place des projets de toiture photovoltaïque
ils vont contribuer à réduire les émissions chez les autres, puisqu'il y a du développement d'électricité à partir de solaire que d'autres vont consommer. De la même façon pour, par exemple, la méthanisation. Donc ça, c'est le bloc émissions évitées. Et ça consiste à valoriser tous les projets que des entreprises comme des agriculteurs peuvent mettre en place pour aider les autres à réduire. Et le dernier bloc, forcément, c'est les émissions séquestrées, donc c'est les puits de carbone. Et c'est bien le triptyque qu'il faut parler. Donc il y a encore un autre triptyque, c'est évoquer, éviter, réduire, compenser. Nous, chez Carbone 4, on pousse le côté, on réduit avant tout, on aide les autres à réduire et on stocke du carbone. Ok ? Et le stock du carbone, le stockage du carbone, il arrive souvent à la fin, et non pas au début, comme ça a pu être fait il y a quelques années. Et donc une trajectoire de neutralité, une bonne trajectoire, c'est une trajectoire où l'agriculteur, la coopérative, l'industriel, etc., se fixe des objectifs sur la réduction des émissions, comme je vous l'ai dit, et les suit dans le temps, année par année, et en même temps s'assure que ces absorptions, ces séquestrations vont se développer. Mais ça ne sert à rien d'aller trop vite non plus, parce qu'il faut atteindre l'équilibre en 2050. La tentation d'aller trop vite, d'équilibrer dès le début, c'est de plus réduire. Et c'est ce qui s'est passé avec les crédits carbone liés à la reforestation. Je ne parle pas du tout de ce qui se passe en France où c'est beaucoup plus vertueux, mais il y avait une tentation parfois d'équilibrer dès le début, mais donc on relâchait la même quantité de carbone dans l'atmosphère et ça n'avait finalement pas assez de bénéfices en tout cas pour notre planète. Et donc je vais terminer juste pour prendre encore un peu plus de hauteur sur là, voilà, je vous ai montré un petit peu la démarche du diagnostic à la transformation, avec quelques exemples que j'espère vous semblent assez concrets. Mais l'histoire ne se finit pas là, juste à avoir des belles courbes. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et donc il y a plein d'autres chantiers à déployer lorsqu'on est une entreprise, quelle que soit sa taille et son activité. D'autres chantiers, on pourrait en reparler au moment des questions, mais et ça sera évoqué sur la conférence juste après. Pour beaucoup d'acteurs aujourd'hui, beaucoup d'entreprises, il y a la question de la mesure et finalement de comment on s'industrialise dans le reporting carbone pour que ça soit aussi régulier, aussi précis qu'un reporting financier. Et donc, nous, on est assez convaincus chez Carbone 4 qu'il faut professionnaliser cette mesure carbone, il faut la rendre accessible via des logiciels, etc., etc. Deuxième point qui a été abordé au moment de l'introduction, c'est la formation. Donc nous, on a un pôle en formation dédié qui s'appelle la Carbone 4 Academy. On se rend compte très souvent que les enjeux ne sont pas suffisamment bien compris. Je vous donne un exemple concret. Demain, je vais donner une formation à un comité exécutif d'une grande coopérative, alors qu'ils ont leur engagement climat depuis 2 ans. On se dit, attendez, mais vous avez pris des engagements, mais pour autant, vous ne comprenez pas ce que c'est l'empreinte carbone. Et c'est la vraie vie, malheureusement. Parfois, il peut y avoir des engagements qui sont communiqués, mais sans que les instances dirigeantes ou même les salariés, peu importe, ne comprennent pas dans le détail ce que ça veut dire et mélangent tous les concepts. Donc former, on parle de former, pas simplement de sensibiliser, c'est vraiment essentiel. Ensuite, au-delà de ces trajectoires, de ces graphiques, sur le côté, le carbone, il faut qu'il fasse partie intégrante des processus d'une entreprise. Quand je dis ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour une entreprise, il y a par exemple des processus qui s'appellent des comités d'investissement. Donc ça dépend de la fréquence, mais c'est peut-être une fois par mois. Au moment de ces comités d'investissement, les personnes dans ce comité vont décider ou pas d'accorder les fonds pour le changement d'une chaudière, l'ouverture d'un nouveau site industriel. Et la majorité des entreprises et de nos clients, pendant des années, ne se posaient pas la question si cet investissement il était aligné avec les trajectoires, les engagements carbone qu'ils prennent. Et donc pour empêcher ce genre de situation, il faut que dans toutes les sphères d'une entreprise, au moment de ces comités d'investissement, il y ait le carbone qui soit au même niveau, je dis bien au même niveau que la finance. Et de se dire là, faites attention, vous prévoyez d'investir
dans une nouvelle activité de trituration, et bah, sachez que ça va générer plus d'émissions et ça va peut-être vous empêcher d'atteindre vos objectifs carbone. Ça, c'est vraiment essentiel d'intégrer le carbone dans les processus, y compris dans les directions des achats. Voilà. Et dans les grands groupes, c'est un vrai sujet. Notre point de vue aussi, on le partage complètement, c'est l'aspect collectif, notamment la relation fournisseur et entreprise de l'agro, et donc coopérative, adhérents aussi. On n'y arrivera pas sans avoir cette vision collective et sans travailler ensemble. Même sans travailler ensemble, c'est aussi comprendre déjà ce qui se passe dans les fermes. Nous, on le voit bien, il y a quand même aujourd'hui pas assez de finesse dans la compréhension des diagnostics carbone ferme par ferme. Et donc les industriels, comme les coopératives, sont un peu bloqués par rapport à ça et ont besoin d'avoir des diagnostics fermes qui se multiplient. Et enfin, le dernier enjeu, pour élargir, on parle beaucoup d'atténuation, donc comment on limite l'impact du changement climatique, mais il va y avoir aussi les impacts du changement climatique sur l'agriculture, donc ce qu'on appelle l'adaptation. Et ça, c'est essentiel. C'est essentiel de le prévoir, parce que si on imagine une activité, on peut la rendre la plus bas carbone possible, mais si dans 20 ans, on ne peut plus faire les cultures qu'on a aujourd'hui, on a beau avoir prévu le plus beau plan d'action, bah, concrètement, ça ne sert à rien. Ça, c'est vraiment essentiel de concilier les deux. Et moi, j'ai beaucoup apprécié bah, la solution liée au sursemis dans les prairies. C'est exactement ça, c'est de penser des solutions qui à la fois atténuent et rendent plus résiliente l'agriculture. Bien les deux, et ne jamais dissocier les sujets. On a tendance à cloisonner, on aime bien cloisonner, ça simplifie, mais malheureusement, ça a des défauts. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de la présentation, et je pense qu'on peut passer donc aux questions. Merci beaucoup Clément, c'était passionnant. On va passer à une petite phase de questions-réponses de 10 minutes. Alors si vous avez des questions pour Clément, allez-y, c'est maintenant. Pas de questions? Une question, deux questions. C'était pour avoir des exemples, enfin différents exemples sur le lien avec les fournisseurs ou les associés coopérateurs. Parce que du coup, c'est quand même une grande partie sur l'empreinte carbone. Et du coup, quels étaient un peu les exemples qu'on pouvait avoir sur ce travail-là? Parce que selon les entreprises, elles sont plus ou moins éloignées de leurs fournisseurs ou plus ou moins en lien. Et du coup, comment ça se passait pour pouvoir accompagner l'amont? Alors, par rapport au lien fournisseur, donc, je vais faire la distinction entre il y a la partie par exemple coopérative, où donc là forcément avec les adhérents, il y a un lien un peu plus proche. Donc comment ça se passe? Nous, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que notamment dans l'élevage, il y a des diagnostics qui se multiplient, donc des outils comme Cap2R qui permettent de mieux comprendre on va dire les intensités carbone de chaque ferme et d'avoir des leviers d'action associés. Et ensuite, il y en a d'autres où même certaines coopératives vont avoir directement accès à des données assez fines, comme les volumes d'engrais par hectare et les types d'engrais. Et ça leur permet de comprendre le niveau d'enjeu carbone de leur territoire, plutôt que de passer par des moyennes nationales comme Agribalis. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, si on s'éloigne un peu de la ferme et on parle à des industriels, bah, là aujourd'hui il n'y a pas la même stratégie. Effectivement, ils sont plus loin, donc ils vont pas forcément chercher à connaître l'empreinte carbone d'une ferme. Ils vont plutôt faire redescendre ça aux fournisseurs de rang 1, donc à des coopératives, et tout simplement savoir, bah, dites-moi combien le blé il émet tant, il émet de CO2 par kilo, et ils vont comparer les empreintes carbone du blé. Et là, tout l'enjeu, c'est de s'assurer que c'est comparable. C'est pas toujours évident, mais c'est là où on s'oriente, c'est la comparaison d'empreintes carbone par fournisseur pour des industries agro. L'agriculture oui, est engagée dans cette démarche.
Après, on n'y arrivera pas seul et il faut absolument que toute la partie industrielle aille de l'avant aussi. Comment est-ce qu'on peut encourager les entreprises, notamment les multinationales, à s'engager dans ce travail-là, sachant qu'il me semble que tous les pays ne sont pas sur la même longueur et n'ont pas le même avancement dans la démarche, quoi. Comment arriver à les convaincre là-dedans en les gardant en France pour garder l'activité? Et puis, deuxième question, si on veut aller plus loin en agriculture, il faut aussi qu'on avance sur les nouvelles espèces, nouvelles variétés, je pense. Est-ce que les travaux de l'INRAS vont dans ce sens? Ouais. Alors, sur la première question, je l'ai dit, hein, c'est évidemment collectif. Donc, il faut que les industries, les distributeurs aussi, bah, cherchent à promouvoir ces solutions. Et je pense aussi le consommateur doit aussi se questionner là-dessus. Il y a pas longtemps, notre patron le rappelait, mais on dépense beaucoup moins aujourd'hui dans l'alimentation qu'il y a 50-80 ans, hein, donc il ne faut pas l'oublier. 5% je crois du revenu, c'était 20% dans les années 30. Donc ça donne quand même une idée de le consommateur, il faut pour changer, ça va coûter plus cher, donc il faut bien qu'il y ait un financement à tous les niveaux, que ce soit de mon point de vue l'industrie, le distributeur ou même le consommateur, malgré cette crise qu'on connaît. Au niveau international, moi j'ai pas la prétention de connaître tous les enjeux internationaux liés à l'agriculture. Ce que je vois d'un bon œil, moi, c'est plutôt la taxe carbone aux frontières européennes. Chez Carbone 4, qu'on soutient très fortement parce que ça permettrait d'éviter des fuites de carbone qui sont très présentes en ce moment dans l'agriculture. Donc on les a connues, ces fuites de carbone, pour l'industrie en France et en Europe, hein. Donc les fuites de carbone, c'est quand on met des contraintes en Europe et donc les industriels ont préféré délocaliser. Ça serait effectivement un peu dommage de reproduire ce schéma pour l'agriculture. Donc c'est un moyen, je trouve, de limiter ce risque, c'est une taxe carbone aux frontières qui aurait un certain impact. Ça, c'est le premier élément de réponse. Sur le deuxième, là-dessus, moi j'ai moins d'éléments, hein, je maîtrise moins ce sujet, mais oui, clairement, il faut travailler sur la génétique et comprendre aussi, s'assurer que les développements qui sont mis en place, ça tient bien compte du climat dans 30 ans. Voilà, et ça, chez Carbone 4, parfois on émet quelques doutes de comprendre les évolutions radicales qu'il y aura. Et pas rester sur un statu quo d'aujourd'hui ou d'il y a 10 ans. Merci Clément. Y a-t-il une dernière question avant qu'on passe au prochain atelier? Il y en a deux. Ce seront les dernières. Ma question concerne le fait que partir sur un bilan carbone, ça va mener à des pratiques et des améliorations de pratiques, notamment dans les grandes cultures, qui vont aller vers de l'agriculture de conservation des sols, par exemple, et qui ne vont plus adresser d'autres enjeux comme la réduction des phytos. Comment on peut faire, quelque part, pour gérer les deux en même temps? Parce qu'il y a deux enjeux, et deux enjeux d'égale importance, en tout cas de mon point de vue. Ouais, excellente question. On partage complètement. Il y a un enjeu carbone et puis il y a un enjeu phyto qu'on pourrait ramener à biodiversité, si je peux dire. Il faut réussir à concilier les deux, c'est vrai. Et on va le dire, hein, l'empreinte carbone a des défauts. Le défaut, c'est d'être monocritère. C'est vrai. Et donc, il faut être capable d'inclure d'autres critères pour qu'il n'y ait pas des effets pervers dans ces diagnostics. Donc je peux que partager ce constat et donc après il y a aujourd'hui d'autres métriques qui se développent pour inclure les impacts liés aux phyto, les impacts sur la biodiversité. Il y a des choses qui arrivent et puis il y a aussi voilà, c'est un peu technique, mais l'analyse de cycle de vie. Une analyse de cycle de vie, ça permet de se rendre compte des impacts sur l'eutrophisation, des impacts liés aux ressources et donc c'est là où c'est intéressant, je divague un peu, mais toutes les questions autour d'affichage environnemental, on en est là. Est-ce qu'il faut une ACV qui tient compte plus d'impact que juste une empreinte carbone? Et oui, on pense que oui, il faut que ça soit multicritère.
Mais juste un commentaire, peut-être que ça nécessitera aussi de la priorisation, parce que de poursuivre plusieurs objectifs en même temps, le risque est d'en atteindre aucun. Et la question que je voulais vous poser, c'est dans l'exemple que vous nous avez montré dans la filière avicole, vous nous dites que l'entreprise que vous avez accompagnée a réussi à se mettre dans une trajectoire qui permet d'aboutir à l'objectif de réduction. Est-ce que vous pourriez juste nous donner quelques exemples d'actions qui ont été mises en œuvre dans cette entreprise ? Alors, ce que j'ai dit, c'est qu'on a défini un plan d'action qui leur permettrait d'être alignés avec la trajectoire. Ça ne veut pas dire qu'ils ont mis tout en place. Ça, c'est un premier point. C'est-à-dire qu'il y a la théorie, puis après, il leur faut des années, et puis il y a des moments, on va se le dire, où finalement ils se rendent compte que l'action, ils ne vont pas la mettre en œuvre parce qu'elle coûte trop cher. Et sur le papier, voilà, c'était faisable, premier point. Le deuxième, je l'ai dit, c'était dans la filière avicole, une action concrète. C'est comment on réduit la part du soja dans l'alimentation. C'est première action, parce que le soja est à risque de déforestation et donc a un contenu carbone très très élevé, mais vraiment très très important. Et donc comment on passe à des tourteaux, plutôt que du tourteau de soja, des tourteaux de colza, tourteaux de tournesol, idéalement français. Voilà, c'était un exemple d'action. Un autre, c'est lié à l'énergie. Il faut le savoir que la filière avicole, il y a beaucoup de besoins de ventilation. La ventilation, elle se fait à partir de propane. Le propane, c'est du gaz. Le gaz, c'est aujourd'hui 3 fois plus émissif que l'électricité. Et donc, il y a un sujet de comment on rend les bâtiments moins énergivores, plus économes. Ce n'est pas simplement un sujet carbone, c'est un sujet aussi d'aisance financière pour l'agriculteur. Comme pour un individu, si on vit dans une passoire, malheureusement, on le subit financièrement. Donc ça, c'est un exemple aussi de solutions techniques liées au changement de vecteurs énergétiques dans les bâtiments, notamment soit des pompes à chaleur, soit des chaudières à bois pour se passer du gaz. Voilà, 2 exemples. Merci. Écoutez, je pourrais continuer d'échanger avec vous après la fin des conférences, si vous avez encore des questions. Merci à tous et à toutes, et encore ravi d'avoir pu participer à cet événement. Prochain atelier à 16h05. N'hésitez pas à aller vous rafraîchir ou à prendre un café dehors.